Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on va pouvoir commencer dans quelques instants. Je vous prie de prendre place. Donc vous pouvez applaudir Monsieur Fabrice Drouel. Alors Fabrice, je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. C'est ce que j'étais en train de lui dire il y a quelques instants. J'aurais aimé qu'on ait eu l'occasion d'échanger quelques minutes avant l'échange de cet après-midi, mais je cours partout et j'imagine que vous avez couru partout aussi. Donc on n'a pas eu le temps. J'ai pas réussi, Fabrice, à choisir quelle allait être la journaliste qui allait vous interviewer. Est-ce que ça allait être la fan extatique qui peut vous écouter pendant des heures et ne pas prendre de distance, ou alors la journaliste extrêmement sérieuse et capable, au contraire, de mettre de distance? Je ne sais pas laquelle des deux mois va prendre le dessus pendant l'interview. Donc, je m'appelle Mejdaline Méry et je suis journaliste sportive indépendante. Et donc, j'ai le plaisir d'être avec vous, Fabrice, cet après-midi. Comment ça va? Bien, merci. Ça ne peut qu'aller bien ici. D'abord, je suis doublement ravi d'être là. D'abord parce que je trouve que Jérôme Bouvier, Marie Rogry et toute l'équipe ont vraiment bien travaillé. Cette rencontre, ces assises sont formidablement organisées. Il y a une ferveur, une appétence de débat de la part de tout le monde. C'est très bien. Et puis, vous savez, quand on est dans un studio et qu'on sait qu'on est écouté par 1 million de personnes, plus 7 millions en podcast, c'est une sorte d'abstraction. On ne peut pas rendre ça palpable. En revanche, et là c'est le seul moyen de rendre tout ça palpable, c'est de sortir. Et donc moi j'aime beaucoup faire ça, c'est-à-dire aller à la rencontre du public. Qui sont ces gens qui écoutent Affaires sensibles? Pourquoi écoutent-ils et écoutent-elles Affaires sensibles? Et ça, je peux mesurer ça pour le coup lorsqu'on fait des délocalisations d'Affaires sensibles. C'est-à-dire que je viens sur la scène. Alors, je vous explique comment ça se passe. Il y a une scène comme ça, n'est-ce pas? Il y a un pupitre de narrateur avec ce qu'on appelle une douche. Alors, ça vous fait un blafard terrible, mais bon, une douche. Ici, sur une scène de théâtre, on appelle ça à court. À court, il y a un piano, une chanteuse et un chanteur. Et ici, on appelle ça sur une scène à jardin. Il y a 2 fauteuils et une table basse, un fauteuil sur lesquels mon invité s'installe et je m'installe à côté de lui. À la fin de cette émission Affaires sensibles en direct sur scène, et c'est ce qu'on va refaire pour Quai du Polar à Lyon le 4 avril, alors il y a une vraie rencontre, ce qu'on appelle un bord de scène. C'est-à-dire qu'après le spectacle, comme quoi une émission peut être un spectacle, il y a ce bord de scène, c'est-à-dire les questions que pose le public et auxquelles je réponds volontiers. Voilà, c'est un peu ce qui va se passer cet après-midi. Alors, Fabrice, moi j'aimerais d'abord, en préalable, parler de cette voix, justement, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que la fan prend la plus grande partie de moi-même? Je vous avoue que si vous deveniez un dictateur et que vous me demandiez de tout d'un coup tuer des millions de gens, peut-être que je le ferais. Tellement votre voix me saisit et j'imagine que ça fait cet effet-là aussi. Et j'avoue que je suis d'ailleurs toujours un petit peu déçue au moment où ça passe à l'entretien, parce que c'est pas que vous la perdez, cette voix, évidemment, mais elle se module pour être dans l'échange. Et du coup, je me dis, oh, c'est plus exactement la même voix. Vous voulez que je vous parle en prenant le ton Affaires sensibles? Alors, vous me posez une question, puis je vous réponds. Aujourd'hui, dans la question que vous me poserez, pas possible. Non, mais dites-moi, comment est-ce que vous la travaillez, cette voix? D'abord sur la première partie de l'émission, sur la deuxième, et puis même au quotidien, je crois que vous fumez. Peut-être que ça altère aussi votre voix. Voilà, racontez-nous le secret de cette voix, d'abord. J'aurais préféré une journaliste fan, si t'étais plus simple. Non, ma voix travaille de facto, parce que je suis en direct tous les jours à la radio, et que je joue au théâtre, pas tous les soirs, mais souvent. Donc de facto, elle travaille. Mais je ne la convoque jamais pour lui dire, viens, on fait quelques exercices. Jamais. Et puis sur la voix, moi, je m'étends rarement. Alors je sais que ça a un impact, mais je n'ai aucun mérite. J'ai la voix que j'ai la voix que la loterie génétique m'a donnée. Il se trouve que si on me dit que cette voix est confortable à écouter, tant mieux, puisque la radio est mon berceau professionnel et ma passion. Mais je ne la travaille jamais consciemment. Quant à la cigarette, oui, j'ai fumé pendant quelques décennies, et depuis 2017, je ne fume plus. Voilà. Et c'est un combat honorable, croyez-moi. Alors, je fume la cigarette électronique. Donc ça dépend des médecins. Vous avez des médecins un peu ayatollahs qui vous disent « Oh, c'est aussi dangereux que la cigarette ». Bon.
Et puis d'autres un peu plus lucides qui vous disent, monsieur, c'est toujours mieux que la cigarette. Voilà. Mais ma voix s'est patinée, c'est clair qu'elle s'est patinée. Parfois, quelques auteurs et quelques autrices qui montent des émissions prennent un malin plaisir à ressortir ma voix quand j'étais reporter. C'est-à-dire il y a 20 ans, 30 ans, il y a longtemps, rassurez-vous, c'était après la guerre. Enfin, mais ça fait longtemps. Et la voix n'est pas la même. Elle est beaucoup plus aérienne, elle est beaucoup moins posée, elle est moins les deux pieds dans la glaise. Simplement parce qu'à 30 ans, 40 ans, j'étais moins à l'aise qu'aujourd'hui. Et c'est normal. Parce qu'on ne le sait pas forcément. Moi, j'avoue que je l'ai découvert du coup en préparant cet échange, qu'en fait, très longtemps, vous avez été soit sur la matinale, soit présentateur de JT. Quelle différence ça fait de se retrouver seul en studio à raconter une histoire et puis le JT? Il y a évidemment une différence. Oui, la réponse tient en un mot, liberté. C'est-à-dire que quand vous présentez un journal, vous présentez des informations, ce sont les informations qui gouvernent. Quand vous racontez une histoire, vous pouvez y mettre beaucoup plus de votre personnalité et surtout de votre écriture, parce que tout passe par l'écriture, forcément. Et ça, c'est une liberté formidable. Et avant, je disais que j'étais un journaliste qui officiait en radio. Maintenant, je fais de la radio. C'est-à-dire que l'outil devient aussi fort que ce que je dis à l'antenne. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça peut même être un travail assez artistique. Tiens, je vais vous poser une question. Qui, parmi l'Assemblée, écoute France Inter en général et Affaires sensibles en particulier? Oui, j'ai bien fait de venir. C'est formidable. Donc, si vous écoutez, vous avez remarqué qu'il y a un gros travail qui est effectué sur l'esthétisme. À la fois l'esthétisme de l'écriture, à laquelle je tiens énormément, et puis l'esthétisme de la mise en onde, grâce à ma réalisatrice et mes 3 autres réalisateurs, qui ont une démarche ouvertement artistique. Et donc, vous voyez que ça change beaucoup de l'exercice de présentation de news, qui est un exercice très codé, auquel j'ai pris beaucoup de plaisir, sinon je ne l'aurais pas fait pendant 25 ans. Mais si je pose un regard rétrospectif sur ça, je me dis que le plaisir d'une émission, on a une émission à soi, on en fait ce qu'on en veut, en toute liberté, parce que la direction ne me demande jamais rien a priori, alors c'est un plaisir décuplé, bien sûr. Et puisque vous parlez de la dimension artistique de tout ça, vous venez de le dire, vous faites du théâtre, vous avez joué dans une dizaine de pièces, je crois au moins. Oui. Les journalistes parfois ont tendance un petit peu à rester dans leur monde et à être un petit peu enfermés, je trouve. Vous, qu'est-ce que le théâtre vous a apporté et vous apporte encore? Eh bien, tout simplement, le théâtre, entre autres, mais surtout, m'a apporté Affaires sensibles. Parce que je pense que d'autres journalistes, hommes comme femmes, évidemment, étaient capables de présenter Affaires sensibles, mais j'étais le seul à avoir une pratique théâtrale. Et il est clair que dans la première phase du travail, qui est une phase purement journalistique, une phase d'écriture, une phase d'information, de rigueur, de recoupement d'informations, la deuxième phase, celle du micro, est une approche de comédien. Que fait un comédien sinon traduire par des tonalités, une sincérité, une justesse, des intentions d'un auteur? Il ne fait rien d'autre, c'est déjà pas mal. Ce que je fais, c'est ça. Alors, ça tombe bien parce que j'ai à vendre mes propres textes, bien que, et là il faut être très honnête, je reçois un texte écrit par une autrice ou un auteur. Ce sont des gens de grand talent qui ont une dimension intellectuelle déjà très forte pour leur âge, ils ont 30 ans à peu près. Ils me livrent des textes et moi je vais réécrire. C'est-à-dire que je vais apporter de l'oralité, je vais faire en sorte que la structure de la phrase qui m'est proposée s'adapte à mon oralité, ce qui veut dire que je change l'ordre des mots, parfois. J'apporte des éléments d'analyse, des éléments d'information et surtout un point de vue. Je ne crois pas à cette légende urbaine qui s'appelle l'objectivité. Il y a une grille de valeurs qui sont grosso modo les valeurs de France Inter, qui recoupent les miennes. Et c'est à travers cette grille de valeurs que je raconte des histoires. Alors c'est souvent la défense de la veuve et de l'orphelin. Vous avez pu voir quand même qu'il y a une ligne éditoriale, il y a une pensée là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut raconter une histoire en fonction de différentes pensées. J'ai la mienne, encore une fois elle recoupe, et c'est heureux, celle de France Inter, donc la ligne éditoriale, et je crois beaucoup au point de vue, vraiment. Et je ne cache pas certaines de mes implications sociétales, comme le féminisme.
Affaires sensibles est une émission ouvertement féministe. Et je le revendique, parce que je considère qu'avec l'écologie, ce sont les deux grands objectifs, les deux grands débats qui nous attendent, qui sont fondamentaux. Eh bien, je me dis que Affaires sensibles est une tribune, et qu'il ne s'agit pas de faire passer une opinion en prenant une antenne en otage, surtout pas. Il s'agit de proposer une grille de valeurs. Alors on adhère ou on n'adhère pas. Et justement, vous parlez de votre liberté sur le choix des sujets que vous abordez dans Affaires sensibles. Est-ce que vous cherchez à vous intéresser que à des histoires qui, mettons, ont été, par exemple, clôturées au niveau de la justice ? Est-ce que c'est forcément, on parle d'au moins 10 ans auparavant, alors je sais bien que non, mais comment vous choisissez vos sujets ? Il y a un sens interdit, il y a un panneau sens interdit. Ce sont les faits divers d'aujourd'hui, d'actualité. Parce que l'avantage d'Affaires sensibles, c'est qu'on raconte des histoires dont on connaît la fin. Mais en racontant l'histoire, on s'aperçoit que les choses auraient pu basculer différemment, que ça tient à une rencontre, que ça tient souvent à un hasard, à un concours de circonstances. C'est ça qui est assez fascinant. Et alors, il y a un certain confort intellectuel et qui nous renvoie à la difficulté du métier de journaliste. Quand un journaliste reçoit une information, dans le cadre du news, à part certaines informations qui sont évidentes, je peux vous dire que c'est pas facile de prendre la réelle dimension de la trace que laissera dans l'histoire le sujet que vous traitez aujourd'hui. Ce qui veut dire que parfois on n'en fait pas assez, auquel cas c'est un ratage, parfois on en fait trop, auquel cas c'est ridicule. Nous, Affaires sensibles, on sait comment ça va se finir. Donc on a cet immense avantage de savoir quelle trace a laissé une histoire qu'on raconte, parce que seul le recul rend lucide. Donc intellectuellement, c'est très confortable, mais c'est pour ça que c'est exigeant. Et il faut qu'on soit intellectuellement très exigeant, à la fois dans les faits, dans la rigueur des faits, dans la réflexion, et dans la rigueur des réflexions qu'on peut proposer. Et sur le féminisme ou l'écologie, mais j'avoue que, sur l'un de ces deux sujets-là, est-ce que vous avez des exemples à nous donner de derniers épisodes où vous avez dit, là, effectivement, c'est la patte Affaires sensibles, c'est la patte Fabrice Dourel. Moi, je choisis de raconter les événements comme ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets ? Absolument. Je vais vous donner l'exemple d'une émission que vous n'avez pas entendue. Et je ne vous reproche pas, elle n'existe pas encore. On a donc droit à un scoop. Elle sera diffusée la semaine prochaine. L'émission sur Nelly Bly. Alors, c'est un exemple emblématique. Je vais vous poser une question. Je vais vous demander si vous connaissez Nelly Bly. Si vous me répondez tous non, c'est malheureusement normal. Connaissez-vous Nelly Bly ? Donc, il y a des érudits. Puis des gens normaux qui ne connaissent pas Nelly Bly, dont je faisais partie. Nelly Bly, et ça remonte à plusieurs décennies, début de siècle, est la journaliste qui a inventé, on peut le dire, le journalisme d'immersion. Ce qu'a fait Florence... non, pas Florence Artaud. Florence Aubenas. Notamment à Ouistreham, quand elle a été femme de ménage, pendant plusieurs semaines, pour voir quelle était la condition exacte d'une femme de ménage. C'est ce qu'on appelle le journalisme d'immersion. Alors pourquoi on ne la connaît pas ? D'abord parce qu'il y a toujours ce fléau de l'invisibilité des femmes, et qui peut être renforcé par des circonstances aggravantes, c'est-à-dire qu'elle est contemporaine de Albert Londres, qui est notre maître à tous, d'où le prix Albert Londres. Alors on a retenu Albert Londres, parce que l'histoire est écrite par des hommes. Il n'est pas trop tard pour rectifier la chose, et c'est l'une de nos missions. J'avais aussi envie de vous questionner sur le passage à la télévision, parce que du coup, quand j'ai vu que ça allait se faire, je me suis dit oh non, mais c'est tellement un bel objet radiophonique, on va perdre quelque chose. Et puis, du coup, j'ai regardé il y a quelques jours pour me faire mon avis, un ou deux épisodes, et puis en fait, j'ai trouvé que ça passait très bien, que ça marchait aussi, et donc j'avais envie que vous nous racontiez pareil ce que vous aviez dû faire pour passer à la télé maintenant. Rien. Pareil pour le théâtre. Idem pour l'édition, les 4 livres. Idem pour le cahier de vacances, Affaires sensibles qu'on a sorti l'été dernier, on en ressort un autre. C'est-à-dire que Affaires sensibles est sorti de son berceau, mais sans demander quoi que ce soit. On est allé sur d'autres territoires parce que ce sont les territoires qui sont venus nous chercher, figurez-vous. Pour ce qui concerne la télé, j'avais les mêmes réserves que vous. Alors je me suis dit, il faut absolument employer la recette radio d'Affaires sensibles, la coller à la télé.
avec un ton qui n'est pas celui des journalistes qu'on entend en commentaire off sur des reportages ou à la télévision. Donc je leur ai dit, je garderai le ton que j'ai, ce sera un copier-coller, et je veux que ça soit exactement la même structure, avec un lancement, un corps du devoir qui est le récit, c'est le documentaire, et un invité. Alors, il n'y a plus d'invité parce que maintenant, on est diffusé le dimanche, et à 16h, il y a une autre émission. Donc, il faut rendre antenne. On n'a pas le temps d'avoir des invités après. On avait ça quand on présentait Affaires sensibles en télé le soir. Voilà, c'est pas un regret, mais ça fonctionne justement parce qu'on a gardé le mode opératoire à 100% d'Affaires sensibles. Si on avait essayé de se mettre dans la peau de la télé, je pense que ça aurait moins marché. Oui, vous croyez ? Ah oui. Vous savez, c'est toujours un pari, hein, une émission. C'est une offre. Donc il y a un risque que ça colle pas, que ça n'adhère pas. Là, le public a adhéré. On fait de très bons scores en télé. Oui, c'est-à-dire ? Genre, on fait 1 million. On atteint le million à 15h le dimanche après-midi. C'est pas mal, parce que le dimanche après-midi, on a quand même autre chose à faire. Hein, la vie de loisirs, la vie de famille, la vie privée. Et on a quand même des gens qui nous regardent. Alors, quand il fait beau, on est moins regardé, c'est normal. Forcément. Et sur le sujet qui préoccupe les assises, là, le fait divers pour toute cette semaine, est-ce que, parce que France Inter n'est pas la seule chaîne de radio à proposer, et puis même en télévision, hein, il y a d'autres émissions qui fonctionnent un petit peu sur le principe d'affaires sensibles et du fait divers. Alors ça a été beaucoup dit, et ça va continuer de l'être jusqu'à la fin de la semaine, sur pourquoi est-ce que les Françaises et les Français aiment autant le fait divers. Vous, c'est quoi votre grille de lecture? Pourquoi est-ce que ça marche aussi bien? D'abord parce que naturellement le fait divers est porteur d'histoire. C'est-à-dire qu'on fait d'un fait divers réel, on en fait des films, on en fait des livres, parfois même des pièces de théâtre. Parce que ça raconte une histoire. Et que moi je considère que le besoin d'entendre une histoire est un besoin primaire, comme sont les besoins de manger, de dormir. C'est pas un hasard si on raconte des histoires à nos enfants pour les endormir. C'est un besoin vital de l'être socialisé. Et effectivement, même si d'autres secteurs de l'information sont porteurs d'histoire, après tout, l'actualité est un récit en soi. Mais il est vrai que le fait divers est naturellement le plus adapté à cette appétence de scénario et de récit. Le fait divers fonctionne aussi parce qu'il y a un phénomène d'identification qui est très fort. Vous avez remarqué que 90% des faits divers ne concernent pas des gens connus, mais monsieur et madame tout le monde. Ça veut dire que nous tous, on peut se retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit, être embarqué dans la machine judiciaire, la machine policière. Et donc quand on voit des gens comme nous qui sont dans cette situation-là, on se dit ça pourrait nous arriver. Et je pense que ce phénomène d'identification est vraiment très puissant. Je vais vous faire une réponse assez longue, hein, si vous le permettez, parce que le fait divers est la thématique ici. Alors, quand je dis longue, c'est quelques minutes, rassurez-vous. J'ai une analyse un peu plus personnelle. Vous savez, pour qu'il y ait un récit national fort dans un pays, il faut des scénarios forts et il faut des grandes figures. Tout ce qu'on a, à mon avis, perdu depuis 2017. Donc, dès lors que la politique ne raconte plus des histoires, je pense qu'il peut y avoir un transfert vers le fait divers qui, lui, continue d'en raconter. Alors, c'est un peu inquiétant, hein. Il est temps que la politique retrouve des couleurs, qu'elle nous raconte de vraies histoires, comme elle a su nous en raconter avec tant de talent, tant de grandes figures, mais je ne désespère pas, je pense qu'on les retrouvera. Vous avez remarqué quand même que depuis 2017, quand vous demandez dans la rue le nom des ministres à des gens, ils vous en citent 5 au maximum. Ce qui n'était pas le cas avant. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose d'une baisse de qualité du personnel politique, avec quelques exceptions quand même. Et ça dit beaucoup des conséquences d'avoir voulu casser notre débat droite-gauche, qui était structurant. Même si les gens de gauche ont fait des politiques de droite, parfois les gens de droite des politiques de gauche et les électeurs ont été complètement perdus. Ça arrive un peu moins souvent quand même. Comment ? La droite qui fait une politique de gauche, ça arrive un peu moins souvent. L'inverse. Oui, c'est moins fréquent que dans l'autre sens. Mais ça reste quand même un phénomène. Donc, avoir cassé le débat droite-gauche, c'est aussi avoir ouvert, me semble-t-il, la voie aux partis populistes, et c'est pas du tout un succès. Oui, donc vous datez vraiment à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir l'arrêt d'un compte national. Je crois. Mais il peut repartir. Alors, vous allez voir, c'est très paradoxal ce que je vais vous dire.
on a eu la dissolution de juin 2024, à laquelle nous consacrerons, je pense, dans 2 ans, 3 émissions de suite, voire une semaine entière. Parce que, enfin, ce jour-là, la politique a repris ses droits. C'est-à-dire qu'on est passé du diktat du système majoritaire à 2 tours, qui est celui de la Ve République, qui est un diktat, qui nous dit, si vous êtes arithmétiquement minoritaire, vous avez politiquement tort. Il était temps d'en sortir. Et d'arriver dans un régime d'assemblée, qui est très compliqué. C'est pas notre culture politique. Mais c'est pas une sous-culture politique. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle que nos voisins européens sont tous des régimes parlementaires? Et que je sache, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Allemands ne sont pas plus retard avec nous. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Et là, ça m'a donné un peu espoir. Alors tout le monde dit, c'est le dawa, c'est pas possible, on va pas s'en sortir. Eh bien, c'est une nouvelle culture politique qu'il nous faut apprendre, hein, et que notre personnel politique doit apprendre. Alors, j'ai parlé des vertus du fait divers, mais c'est comme tout, vice et vertu et vice-versa. On va parler un petit peu des raisons qu'il faut que le fait divers est une bonne matière, et c'est un peu comme l'alcool, c'est à consommer avec modération. Je vais dire pourquoi. D'abord, fait divers. Ça vous a pas un petit peu écorché l'oreille? Fait divers. Il est divers parce qu'il n'est pas réellement politique, parce qu'il n'est pas complètement diplomatique, parce qu'il n'est pas complètement social, culturel, sportif, tout ce que vous voulez. Il est ailleurs. Et je trouve que dire fait divers, ça veut dire on ne sait pas le placer, et que ça bâtardise un peu la matière qui mérite mieux. Et moi, je dis toujours la rubrique police-justice, et non pas fait divers. Et puis, comme tout le monde, je considère que les philosophes sont là pour nous éclairer, ils nous éclairent, et notamment Bourdieu nous a éclairés quand il dit « le fait divers fait diversion ». Ça veut dire que le fait divers peut détourner le citoyen de ses préoccupations essentielles, que sont les préoccupations démocratiques, culturelles, économiques, en gros, l'opium du peuple. Donc, je pense qu'il faut encore, pour cette raison-là, manier le fait divers ou police-justice avec certaines précautions. Le philosophe Michel Foucault nous a dit des choses intéressantes là-dessus également. Quand il nous le disait dans sa somme Surveiller et punir, livre extraordinaire, sur le système carcéral français et judiciaire, il nous disait, il nous alertait, les médias, il nous disait, plus vous diffusez des faits sanglants qui révoltent par leur cruauté, plus vous allez forger un désir chez le peuple de justice répressive. Donc il faut y faire attention. Et moi j'y crois, ça. Je pense que ces 2 messieurs ont raison. Et puis il y a plus grave encore, dans le fait divers. Alors ça a dû être dit déjà 10 fois ici, mais je vais vous le répéter tellement c'est important. Le 21 avril 2002, il s'est passé ce qui s'est passé en France. L'extrême droite a accédé au 2e tour de la présidentielle. Souvenez-vous, ça a été quand même un moment important dans notre vie politique. Et il se trouve que le 19 et 20 avril a éclaté une affaire qu'on appelle un fait divers. Un monsieur, un très vieux monsieur qui s'appelait Monsieur Voise, on l'appelait le père Voise, a vu sa maison brûlée par des jeunes voyous. Alors évidemment, on est en empathie pour lui, c'est horrible, quoi. Et TF1, parce qu'il faut nommer les médias. TF1, on imagine ce qu'aurait fait CNews aujourd'hui. J'en cauchemarde. TF1 a matraqué, littéralement matraqué, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir, l'image éplorée, mais légitimement éplorée de ce monsieur Voise. Et on dit, je ne sais pas si ça a été prouvé par les politologues, mais que cette affaire-là, en tout cas l'exploitation de cette affaire-là, aurait déplacé 1 million de voix vers Jean-Marie Le Pen. Vous voyez à quel point le fait divers peut avoir de graves conséquences. En tout cas, des conséquences, ça dépend du point de vue où on se place. Un autre, tout récent, une histoire que je racontais hier. L'histoire Soleilhande. Est-ce que quelqu'un l'a écoutée? Ouais. Soleilhande. Figurez-vous qu'en 1906, la France est passée à ça d'abolir la peine de mort. Le président Armand Fallières, qui était un homme de gauche, avait déjà demandé à son gouvernement de déposer un projet de loi visant à abolir la peine de mort. La majorité sociologique était presque acquise, ce qui est rare. On était à la belle époque, hein, une époque effectivement belle parce qu'il y avait une certaine insouciance, les gens étaient plutôt bien, avant l'épouvantable cauchemar de 1914.
Et les députés socialistes, bien sûr, voulaient voter cette réforme. Les radicaux voulaient la voter également. Et puis, quelques jours plus tard, un certain Albert Soleilhande, ami d'une famille, un couple qui avait une enfant de 13 ans, propose à l'enfant de 13 ans d'aller au Bataclan, voir un spectacle. Alors, le Bataclan, c'était vraiment, à l'époque de la belle époque, c'était vraiment un lieu de festivité énorme dans Paris. Il emmène la gamine et il la tue. Et il la viole. Alors, le crime d'enfant, l'infanticide, c'est la transgression absolue. Choc dans l'opinion, tollé, les gens descendent dans la rue, à mort Soleilhande, à mort, et à mort l'abolition de la peine de mort. Fallières est un politique courageux, ça reste un politique, il n'a pas les mains complètement libres, et évidemment, face à la bronca, face au tollé populaire, il retire son projet de loi. Voilà ce qu'a créé le fait divers Soleilhande. Donc je pense que ça donne quand même à réfléchir. Et puis une dernière chose, qui est un phénomène de mode, qui m'énerve un peu. Ah, le fait divers raconte tellement de choses sur l'époque à laquelle il se produit, tellement de choses sur la nature humaine. Oui, bien sûr, il y a des faits divers très puissants, dont ceux de je viens de parler. Mais il y a des faits divers qui n'enseignent rien d'autre que la prévarication, la belle-mère qu'on tue parce qu'on ne la supporte pas, hein, ou parce qu'on veut lui piquer un héritage. Et ça, c'est des faits divers qui montrent simplement ce qu'est la nature humaine dans sa bassesse profonde. Bien sûr, mais du coup, puisque vous me branchez sur la politique, je me demande dans combien de temps est-ce qu'il y aura un affaire sensible sur l'affaire Betaram. Combien de temps vous allez attendre, par exemple ? 2 ans. 2 ans pour le recul, parce qu'on ne sait toujours pas quelles seront les conséquences politiques, judiciaires, sociétales, parce que c'est quand même un sacré débat, de cette affaire. Mais nous, notre vocation n'est pas une vocation de news, on n'est pas au jour le jour. On attend que l'affaire se termine pour avoir ce fameux recul, pour rafraîchir la mémoire et offrir des éléments d'analyse. Sinon, sans quoi c'est pas possible. Et je ne sais pas si vous avez vu la série Netflix sur l'affaire du petit Grégory, mais moi j'avoue que j'étais pas née au moment de l'affaire du petit Grégory. Et quand j'ai regardé la série Netflix, j'ai été extrêmement choquée par la place qui avait été donnée à sa mère, à quel point est-ce qu'on l'avait accusée à un moment, etc. Et le policier, je ne sais plus lequel qui dit c'est vrai qu'elle mettait des jupes un peu courtes, etc. Et j'étais saisie de ça, voilà. Des années plus tard, est-ce que vous, du coup, sur la manière dont vous travaillez aussi votre récit, alors vous avez dit tout à l'heure féministe, etc., est-ce que ce genre de prisme-là, ça peut déclencher chez vous l'envie de faire un sujet? Et, je complète, est-ce que il y a des sujets, soit dont vous n'êtes pas fier, soit que vous réécrivez, vous dites, j'ai écrit comme ça une histoire il y a 5 ans, 7 ans, je veux le refaire maintenant parce que maintenant je le vois autrement. La question est très pertinente. Comme souvent. Parce que la réponse est évidente. J'ai un exemple emblématique. L'affaire Bertrand Cantat, Marie Trintignant. Il y a 6 ans, quand j'ai reçu le texte, je l'ai diffusé avec ma réécriture. Et dans ce texte-là, je parlais de crime passionnel au lieu de parler de féminicide. On cherchait, non pas des circonstances atténuantes à Bertrand Cantat, mais on était dans la vieille logique judiciaire, à charge, à décharge, comme l'être un journaliste. Non, c'est un féminicide, ça n'a rien d'autre qu'un féminicide, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Et donc j'ai rediffusé, parce que vous savez qu'on rediffuse les émissions, j'ai rediffusé ça 6 ans plus tard, et j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui sont souvent asociaux, mais là ils étaient sociaux, les féministes qui ont protesté, en disant « mais c'est pas possible, puis vous en plus, tout ça ». Elles avaient raison, elles avaient tellement raison. Et donc c'est une émission complètement réécrite. 6 ans après, parce qu'en 6 ans, il s'est passé beaucoup de choses. En 6 ans, il s'est passé beaucoup de prises de conscience. Et nous, on doit suivre ça. C'est très important. Très, très important. Donc, une vraie réponse à votre vraie question.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des épisodes que vous avez sortis ou des affaires que vous avez sorties qui étaient vraiment passées à la trappe, on peut dire, de l'opinion publique, et le fait qu'Affaires Sensibles le traite, ça a eu une répercussion? Est-ce qu'il y a des épisodes dont vous êtes très fiers? Oui, nous sommes collectivement fiers de certains épisodes, bien sûr. Soleillant d'hier, j'étais passionné parce que je racontais une affaire que je ne connaissais pas. Hein. Moi, j'apprends tous les jours aussi. Oui, parfois on est fiers de ce qu'on fait parce qu'on a le sentiment. C'est assez facile, vu les retours, vous, public, que vous nous donnez, on ne peut pas penser autre chose. Mais on a le sentiment qu'on est utile, vraiment utile. Et ça, c'est fort d'être utile. Vous êtes une vingtaine à travailler maintenant, c'est ça, sur Affaires Sensibles? 30. 30. Alors, il y a 7 permanents. Ce sont des métiers différents qui convergent vers un même objectif, l'antenne, ça c'est formidable. Donc une réalisatrice, 3 réalisateurs, un rédacteur en chef, moi-même, un archiviste sonore, une attachée de production. Ce sont des permanents, CDI, et 25 ou 26 autrices et auteurs. Ce sont des gens, est-ce que je l'ai dit, ce sont des gens jeunes, de 30 ans, voilà, et qui font un boulot remarquable. Donc nous sommes 30. Et on organise avec Franck Cognard, vous connaissez ce nom? Affaires Sensibles, une émission de France Inter, rédaction en chef Franck Cognard, bon, vous connaissez ça. Et, Christophe Barrère. Oh non, c'est fini Christophe Barrère. Ah, non, c'était l'ancien. Non. Et on organise un pot de l'amitié pour l'équipe et avec l'équipe tous les mois pour souder tout ça. Et c'est impressionnant quand on voit l'édifice de ces 32, 33 personnes qui sont là dans le bureau et qui ont construit et qui sont la construction d'Affaires Sensibles. Il y a quelque chose de presque émouvant d'ailleurs. On a commencé à 4. Hein. Il y a 10 ans, on était 4. Vous vous rendez compte? Et c'est le succès de l'émission qui a fait que France Inter a mis plus de monde. Bien sûr. Et du coup, ce sont des scénaristes et pas des journalistes. Si, les deux. J'arrive. Je vous en prie. Et vous pouvez commencer à préparer vos questions aussi dans le public. Évidemment, je vous donnerai la parole par la suite. Ce sont des journalistes. Ce ne sont pas des scénaristes. Ce sont des gens qui sont attachés à un scénario du réel et qui ont, comme moi, je pense, la ferme conviction que le réel a au moins autant de talent que la fiction, voire plus. Donc on est porté par cette passion-là, cette passion du réel. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Parce que du coup, je ne voudrais surtout pas vous couper du public, justement. Et est-ce qu'il y a des gens dans le public pour distribuer le micro ou pas? Oui, je crois que oui. Il y a une dame qui est en train de descendre. Madame. Et il y a une autre question. Où ça? Ici, là, ici, là-bas. Bonjour, du coup moi je suis étudiante en école de journalisme à Bordeaux. Bah oui, je vous ai vu croisé tout à l'heure, ouais. Du coup ma question elle sera très courte. Est-ce que vous regardez Faites entrer l'accusé et est-ce que ça vous inspire dans votre travail? Alors, ce serait bien que Christophe Ondelat soit un concurrent, presque un ennemi. Ça tombe mal, c'est un copain. Donc on a commencé ensemble à France Inter au service des reportages. Christophe a sa façon de faire. J'ai la mienne, il y a de la place pour tout le monde. Et quand nous nous sommes revus avec Christophe il y a 3 ans, à peu près, je suis allé à Europe 1, on a pris une photo. Christophe a pris une photo. Il dit, viens, on prend une photo. On a mis ça sur les réseaux sociaux. Les réactions étaient incroyables. Ah, mais c'est formidable, ils sont copains. Il n'y a pas cette concurrence classique de 2 personnes qui se tirent la bourre, pas du tout. Christophe est très honnête. Il me dit, Fabrice, t'as quand même un avantage. C'est quand moi je suis écouté par 250 000 personnes, t'en fais 800 000. Parce que c'est France Inter. Et parce qu'on est les plus forts. Vous savez que... Bah oui. Je veux dire, vous savez, il y a une délectation parce que pendant combien d'années, j'ai dû dire aux gens à qui je parlais, bon, on n'est pas les plus écoutés, hein, mais on est les meilleurs. Le préalable, c'est fini. On est les meilleurs et on est les plus écoutés. Et ça, c'est formidable. Moi, j'ai connu France Inter à la traîne derrière Europe 1 et surtout derrière RTL qui paraissait intouchable. Et puis, c'est passé quelque chose de magique. C'est-à-dire que la radio de l'offre l'a emporté sur la radio de la demande. Alors, je m'explique. La radio de la demande, c'est celle qu'utilisent
va dire, les radios privées qui sont nos concurrentes et pour qui l'audience est quand même une question de survie. Donc c'est vrai que c'est moins risqué apparemment de faire de la radio de la demande, c'est-à-dire vous aimez ce genre de choses, on vous l'offre. Nous on fait de la radio de l'offre, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à la demande. En gros, c'est France Inter, c'est bon, on va vous raconter quelque chose, c'est pas votre truc, venez, faites le détour, ça vaut le coup. C'est audacieux, eh ben ça marche. Alors c'est quand même formidable, vous voyez, qu'un pari audacieux, qu'un risque l'emporte sur le manque de risque. Et moi je trouve que c'est aussi très rassurant de l'état d'esprit de nos concitoyens qui sont en quête de sens, que le service public, avec ses France Inter, France Culture, France Musique, les radios délocalisées, qui toutes proposent des programmes assez exigeants, que ce soit cette sphère-là qui l'emporte, moi je trouve que c'est un constat souriant. Mais et j'en suis très heureux. D'où l'importance de préserver notre service public. Et bien sûr, mais évidemment. Je vous félicite en priorité pour votre émission. Merci, madame. Dont je ne rate aucun podcast, puisque c'est pas l'heure d'écoute. J'ai une question musicale, en fait. Quelle est l'origine de la musique initiale qu'on entend en début d'émission? Le générique. Ouais. Le générique, voilà, merci. C'est ça. Et puis, vous citez toujours le titre de la deuxième partie musicale que vous faites presque en fin d'émission. Oui, la troisième. Voilà, troisième. Mais pas les autres. Non. Et pourquoi? Alors, je vous remercie. Bon, on fait de la radio. La radio, c'est de la parole et de la musique. S'il n'y avait pas de disque dans le récit, franchement, ça ne me gênerait pas. Bon, il y en a, je fais avec. Ces disques sont choisis par des programmateurs musicaux, dont c'est le métier, qui reçoivent le texte 3 jours avant et qui vont mettre en place des illustrations les plus pertinentes possibles et les plus en rapport avec le texte. C'est un vrai métier, je ne peux pas intervenir là-dessus. Alors parfois, quand même, on n'est pas des sauvages. Quand j'ai envie d'un bon Beatles ou un bon McCartney, je me gêne pas. Je vais voir, je dis Valentine, un petit McCartney, quoi. Bon, et je l'ai, mais j'abuse pas. Je ne cite pas les titres des morceaux parce que je ne veux pas que ça vienne polluer un peu plus le récit. Vous les retrouvez sans problème sur la page internet France Inter Affaires Sensibles, sans problème. Le troisième, je le cite parce que c'est ce qu'on appelle la playlist. Donc vous savez que dans le service public, on a un cahier des charges. On est chargé notamment de promouvoir les nouveautés. Et donc moi je suis obligé de passer une nouveauté, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais je suis obligé aussi, puisque c'est une nouveauté et que c'est dans la playlist, de citer le morceau de musique. Voilà. La réponse est toute bête, hein, c'est de la technique, mais vous avez raison de poser la question. Il y a aussi donc la jeune femme qui a posé, oui. Voilà, au centre, juste ici. Bonjour Majda, bonjour Fabrice. Moi, la semaine dernière, il me semble, vous avez fait une émission sur les maternités, oui, avec Lucie Castet. Oui. Et j'avoue que ça m'a ravie d'une part d'écouter Lucie Castet dans un autre rôle que la post-législative. Ouais. Et future Premier ministre et en fait pas Première ministre. C'est ça. La non-Première ministre. C'est ça. C'est normal, elle représentait le parti qui a gagné l'élection, donc forcément elle n'est pas Première ministre. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais oui. Et aussi, du coup, ça... comment dire? Quand on parle des maternités, on parle... Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on ne parle pas spécialement d'un pôle de justice. Et ça m'a fait très plaisir que vous fassiez cette émission, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Mais du coup, voilà, je voulais juste vous remercier. Bien. Mais vous savez, ça renvoie à ce que ma consoeur vient de dire. L'affaissement des services publics, c'est l'une des plus grandes questions qui se posent à ce pays. Je vous rappelle quand même que nous avons été longtemps un modèle social, qu'on doit au CNR, Conseil national de la résistance.
les vrais héros. Et donc, pendant la guerre, et en prévision de ce sera la France des jours heureux. C'est merveilleux. Donc c'est un trésor qu'il faut garder. Dans un monde où l'ultralibéralisme l'a emporté, il faut entrer en résistance. Voilà. Le mot est un peu fort, mais je l'emploie quand même. Et les maternités, c'est terrible. Et les déserts d'hôpitaux, c'est terrible. C'est même ce qu'il y a de pire. Alors bien sûr, le service public de l'audiovisuel, c'est important. Mais le service public de la santé, c'est plus qu'important. Moi, ça me fait, je vous dis, ça me fait peur. En plus, je prends de l'âge, donc je vais arriver dans la zone grise où on a toutes les maladies. Je suis un peu parano. Mais c'est pas possible. Il faut absolument... je vais arrêter parce qu'on dirait un discours politique. Enfin, il faut absolument qu'on mobilise toutes nos forces pour sauver l'hôpital public. Vous vous rendez compte de trésor que ça représente? Quelqu'un qui n'a pas ses papiers, qui se casse la figure et qui n'a pas d'argent. À l'hôpital public, on va le soigner. On va pas lui demander la facture. Et s'il peut pas payer, tant pis et tant mieux. Un hôpital n'a pas à être rentable. Si on ne sort pas de la logique économique, on s'expose à de graves problèmes de santé, de maladies non soignées, d'inégalités devant la maladie. Et c'est pas possible. Et moi, ça va au-delà de mes préoccupations. Ça m'angoisse. Alors, il y avait une question juste ici, mais du coup, avec tout ce que vous venez de dire, Fabrice, j'ai envie quand même de vous demander, il y a eu, je pense notamment au départ de Guillaume Meurice sur France Inter, il y a eu un certain nombre de choses qui s'est passé par rapport à justement ce qu'on peut attendre du service public ou pas, et toutes ces questions de neutralité, d'objectivité. Là, vous êtes face à plein, notamment, de futurs journalistes. Vous l'avez dit, vous n'y croyez pas à l'objectivité, et moi non plus, mais sur France Inter... comment est-ce que vous avez vécu ces dernières années? Qu'est-ce qu'il faut défendre peut-être à France Inter comme, disons le fondement idéologique, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais je veux dire, non mais oui. En tout cas comme liberté de ton. Liberté de ton. Écoutez, je pense sincèrement que les radios du service public sont les plus porteuses de liberté de ton. D'accord ? Que ce ne soit pas porteur à 100% comme on pourrait le souhaiter en toutes circonstances, peut-être. Et je ne vais pas dire qu'il faut se contenter de ce qu'on a, mais quand même, la liberté de ton de l'antenne de France Inter, malgré tout, elle reste quand même, je pense, la plus forte du paysage audiovisuel français, ou radiophonique français. Et moi, je peux vous dire, parce que je ne veux pas parler pour les autres, et par ailleurs, je ne suis pas directeur de France Inter, d'accord ? Pour ce qui me concerne, je peux vous assurer, je suis sûr que vous allez me croire, qu'en 40 ans de carrière, pas une seule fois une direction de France Inter, quelle qu'elle fût, et quelle que fût sa couleur politique, comme c'était le cas avant, une espèce de spoil system, vous savez, n'existe plus maintenant. Je n'ai jamais été empêché et je n'ai jamais été contrôlé a priori. Alors, il m'est arrivé de dire des bêtises, de faire des erreurs professionnelles, comme tout le monde, moins dans affaires sensibles qu'avant, mais on me l'a dit. Fallait pas dire ça, c'est une connerie. Bon, ça m'est arrivé 2-3 fois, une erreur factuelle dans un journal, j'en ai pas dormi de la nuit. Mais voilà, mais a posteriori, jamais a priori. Donc ça, c'est un témoignage que je vous livre, et je vous demande de me croire. Nous travaillons en toute liberté dans cette radio. Et c'est la raison pour laquelle j'y suis encore. Mais j'y suis depuis 1988, et j'y finirai ma carrière. Parce qu'on peut exercer son métier en toute liberté, et c'est ce dont nous avons de plus précieux, vous le savez bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Moi, j'avais plus une question sur la fabrique de l'émission, entre la naissance de l'idée, du choix de l'émission à l'enregistrement. Combien de temps ça vous prend en moyenne ? Et deuxième question, si je peux en poser une deux. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous avez envie d'explorer ? Parce que vous parlez des faits divers, mais pas uniquement. Il y a aussi de la politique, de la littérature, etc. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous avez envie d'explorer ? Mais tous les thèmes que j'ai envie d'explorer ont été explorés et continueront de l'être. Vous avez remarqué, vous savez, quand l'émission a été créée, j'ai raconté pour la première émission le 26 août 2014 l'histoire du détournement du Boeing d'Air France à Alger. C'était à Noël 1994. C'était très affaire sensible, une affaire de terrorisme et, par définition, une affaire sensible. Dès le lendemain, j'ai raconté une histoire littéraire, figurez-vous. L'histoire de Romain Gary, qui décroche 2 prix Goncourt, ce qui ne se fait pas normalement,
Parce que le deuxième livre, La vie devant soi, il l'écrit sous le pseudonyme Émile Ajar. Donc on ne sait pas que c'est Gary, et on lui donne un Goncourt. Et ça a été une affaire extrêmement sensible dans le milieu littéraire, qui est, je l'ai découvert, puisque maintenant j'écris des livres, qui est par nature assez sensible. Et donc c'était un vrai sujet. Et là on s'est dit, ah bah oui, on ne va pas lui faire porter l'impair couleur mastic de l'inspecteur, ça ne sera pas une émission de faits divers. Et je tenais à cet éclectisme. Et donc le fait divers, puisque nous sommes pour parler de ça, c'est-à-dire de la rubrique police-justice, occupe 20% de la programmation. C'est à la fois peu et beaucoup, parce que 20%, c'est un sujet sur 5, parce que c'est porteur d'histoire. Mais c'est peu, parce que je m'intéresse autant, voire plus, à la politique, à la culture, au social, au sport. Quand les enjeux du sport dépassent largement le sport, ça m'intéresse beaucoup. Donc, encore une fois, on revient au début de notre propos. La rubrique police-justice a toute sa place, mais rien que sa place, et pas plus. Mais je ne suis pas certain d'avoir répondu directement à la question. Si, je crois, mais c'est surtout qu'il y avait une première question sur la fabrication. Pardon, monsieur. Alors, la fabrication s'étale sur une période de 8 jours. C'est-à-dire que la personne à qui on confie l'émission va passer 3 jours pleins à lire les articles de presse de l'époque dans laquelle s'inscrit l'histoire qu'on raconte, va lire des livres. Ensuite, la personne va passer une bonne journée entière à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, pour choisir les archives. Et la même personne va passer 3 jours à rédiger. Il faut 8 jours. Une fois que la personne a rédigé, ça passe par le filtre du rédacteur en chef, Franck Cognard, qui dit à la personne, ben non, là c'est pas clair, tu devrais réécrire comme ça. Donc il rend la copie. Donc il y a une deuxième lecture de la part de l'autrice ou de l'auteur, et ensuite, et seulement ensuite, ça arrive sur mon bureau. Et c'est là que moi je me lance dans un travail de réécriture. Concernant les sujets, alors les sujets, ils arrivent de partout. Normalement, c'est Franck et moi qui avons vocation à trouver tous les sujets. Eh ben non, et tant mieux. Tous les auteurs et toutes les autrices, évidemment, en proposent. Quand on sent qu'ils sont motivés, on leur confie les sujets qu'ils ont eux-mêmes proposés, c'est normal. Mais l'attaché de production propose des sujets, l'archiviste sonore propose des sujets, ainsi que les réalisateurs, la réalisatrice, et puis les gens qui passent dans le couloir. Oui, c'est vrai. Les gens d'autres émissions viennent. Oh, dis donc, est-ce que tu as raconté cette histoire? Oui, bon, tant pis. Et celle-là, non, qu'est-ce que c'est? Ah, ben c'est bien, et on prend. Et ça vient de partout. Alors, ça peut venir aussi des auditeurs et des auditrices, et là, je suis un peu plus réservé, parce que je ne veux pas tomber dans la logique de la demande. Je veux rester dans la logique de l'offre. Donc, on écoute moins ces desiderata. Voilà. Vous voyez, ça vient de partout, mais ça vient aussi des amis, de la famille. Moi, chaque fois que je vais voir des amis ou dans ma famille, je ressors avec une idée, au moins une idée. Ah, il faudrait que tu racontes cette histoire, elle est bien. Et c'est comme ça, il y a presque un effet papillon, ça. Une histoire qui en génère une autre, qui génère une autre idée d'une autre personne, et puis ça s'agglomère. Et ce qui fait qu'on n'est jamais à court. Et d'ailleurs, on ne sera jamais à court, puisque l'actualité fabrique les prochaines affaires sensibles. Ce qui est un bon plan, hein. Oui, vous pouvez travailler encore très longtemps à ce rythme-là. Alors, je vais pas aller au-delà, franchement, de l'année 2051. J'ai décidé ça il y a quelques jours. Je croyais qu'on allait avoir un autre scoop. Alors, il y avait une dame qui avait posé... Elle a levé la main depuis longtemps. Je vais lui donner la priorité. Bonjour à tous les deux. Je travaille dans une très belle radio tourangelle associative, donc très petit budget. Je rêverais d'avoir une émission comme la vôtre, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Mais pas 30 personnes. Justement, vous qui avez animé, présenté des matinales, des journaux d'actualité, qu'est-ce qui vous plaît, vous personnellement, dans ce que vous faites aujourd'hui, dans cet exercice radiophonique-là d'affaires sensibles? Le recul, le fameux recul qui rend lucide. C'est ça qui est formidable. Et puis, ce qui me plaît aussi, c'est simplement le fait de changer. Présenter des journaux pendant toute sa carrière, ça peut être très bien. Bien sûr que ça peut être très bien. Animer des débats politiques, des talk-shows, tout ça est très bien.
Mais si on a la chance de faire quelque chose de complètement différent, de passer d'un journaliste qui est officier à la radio à un journaliste qui fait de la radio, différent, hein. C'est-à-dire que l'outil ne va pas prendre le pas sur la démarche journalistique, mais l'outil va prendre une place bien plus grande que ce qu'il avait avant. Et tout ça, compose les différents ingrédients du plaisir de changer et d'être heureux professionnellement, hein. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, affaires sensibles, c'est forcément des affaires sensibles, et ça me rappelait une célèbre formule, attendez-vous à savoir. Ça doit vous rappeler des choses oui. aussi. Et donc, il y a parfois des sujets qui évoqueraient le secret défense. Bon, je sors d'une émission hier là-dessus, et le secret défense avec l'impossibilité d'avoir accès à un certain nombre de sources. Et je voulais vous poser une question sur la méthode, vous avez en partie répondu, c'est-à-dire vous reprenez ce qui a déjà été publié, ce qui a déjà été travaillé. C'est attendez-vous à savoir, qui vous plaît, non? Et qui a déjà été travaillé. Je voulais savoir si vous avez accès à de nouveaux documents, puisque vous jouez sur la curiosité, hein, et sur l'idée qu'il y aurait une révélation de quelque chose qu'on n'aurait pas su. Alors, on a forcément oublié un certain nombre d'affaires. Vous avez une relecture apparemment, et vous retrouvez un certain nombre de documents avec un esprit critique et sans doute une vision aussi au jour J où vous faites le travail. Vous avez évoqué par exemple la question du féminicide, hein, qui a renouvelé le regard. Mais est-ce que vous avez accès, vous le supposez dans vos émissions, hein, il y a toujours un côté mystère, l'homme secret, la source cachée qui vous permet de renouveler et enfin de nous faire comprendre ce qui s'est réellement passé. Bien, déjà, attendez-vous à savoir, je ne peux pas m'en souvenir. J'ai le plaisir et l'honneur d'être trop jeune pour m'en souvenir. Vous pouvez nous expliquer parce que... Et Geneviève Tabouille, elle s'appelait Geneviève Tabouille, c'est ça, hein. C'était une présentatrice de RTL, je crois, qui disait « Attendez-vous à savoir ». Voilà, c'est ça, madame, hein. Mais je suis sûr que vous étiez très très jeune. Donc c'est normal que c'est un truc très très vieux. Je ne connaisse pas. Très bien. La réponse à la question que vous me posez, vous allez voir, est surprenante. J'ai envie de dire, creuser, un trésor est caché dedans. C'est un peu le cas de l'archive. C'est-à-dire que si vous avez l'impression qu'on a sorti quelque chose de nouveau, c'est en fait qu'on a sorti quelque chose qui est déjà dans les archives et qui n'a peut-être pas mis la puce à l'oreille à l'époque. Parce qu'il y a une émission d'investigation sur France Inter qui s'appelle Secret d'info. Et Secret d'info a vocation à sortir des infos, des scoops. Ça n'est pas du tout notre vocation. Nous, c'est un travail d'enquête de desk, de bureau, mais enquêter dans les archives, entrer dans les archives comme si on entrait, tiens, pour le fait divers, dans une scène de crime. Vous retrouvez des choses qui peut-être n'ont pas été diffusées avant et qui aujourd'hui provoquent un effet saisissant. Telle est notre démarche, parce qu'on ne veut pas non plus marcher sur les plates-bandes de l'émission Secret d'info. Alors, il y a un monsieur qui avait une question ici, et puis ce sera peut-être la dernière. Déjà ? Oh. Après, si vous avez encore quelques minutes, on peut en prendre que... Ah, moi, je suis disponible. Mon train n'est qu'à 17h40. Je suis avec vous dans la salle d'attente de la gare. Oui, bonjour. Bonjour, voulais savoir... Vous êtes où je suis là. Ah, vous êtes là. Je voulais savoir qui choisissait les intervenants après le récit et sur quels critères. La personne à qui on a confié l'émission me propose un invité que j'accepte ou pas. Voilà. Et moi, c'est la tête du client. Pas du tout. C'est-à-dire que si je pense que l'invité ne pourra pas remplir sa mission, c'est-à-dire d'être complémentaire au récit, parce qu'on a eu des gens qui étaient moins à l'aise et moins informés, et qui, en guise de réponse, me donnaient des informations que je venais déjà de donner dans le récit. Alors c'est toujours un risque, hein, mais globalement, vous écoutez bien Affaires sensibles, hein, vous connaissez bien. Franchement, globalement, les gens qu'on invite sont plutôt de qualité, non ? Surtout les historiens. Moi, j'adore les historiens. Ce sont des gens qui parlent comme des livres. C'est clair, c'est net, c'est analytique. Et de toute façon, moi, je suis un passionné d'histoire. Ça a toujours été
ma discipline préférée à l'école, parce que c'est quand même l'histoire, avec la philo, qui est la matière qui développe le plus le sens critique chez nos jeunes, à tel point qu'elle est tellement précieuse. Moi, j'aimerais bien que les jeunes aient 10 heures d'histoire par semaine. 10. 15. Allez, qui dit mieux? Voilà. Donc, les invités... Mais ça se passe bien. Et alors, vous savez, plus l'émission est connue, plus les invités... au début, c'était « Vous connaissez l'émission ?» Ben non. « Vous connaissez ?» Oui. Et maintenant, c'est « Ah, ça me fait plaisir de venir à Affaires sensibles. » Et c'est touchant. Comme j'adore. Les gens viennent, ils sont enthousiastes. Alors, je suis content, j'ai prévenu ma femme, mes enfants, tout le monde a écouté. Une espèce de rendez-vous sacralisé, comme ça, forcément que ça me fait plaisir. Et est-ce que vous comptez combien de femmes, combien d'hommes vous interviewez? Est-ce que vous essayez d'avoir ce ratio-là pour savoir à peu près vos invités? Non, autant l'émission est très tournée vers le féminisme, autant elle ne donne pas dans les quotas. On fait quand même en sorte, quand on voit à un moment qu'il y a trop d'hommes, on dit bon, on va rééquilibrer un peu, mais c'est pas une obsession. Puis je dois vous l'avouer, malgré tout, je ne respecte pas la parité. Il y a plus de femmes que d'hommes dans Affaires sensibles. Bien plus. Dans les histoires, vous voulez dire? Non, dans le personnel. Dans les gens qui travaillent autour d'Affaires sensibles. On a une majorité de femmes. Là non plus, c'est pas prémédité. Il se trouve que ce sont des femmes qui travaillent bien, et puis des hommes qui travaillent bien. Donc on est avec des gens qui travaillent bien, hein, qu'ils soient femmes ou hommes. Maintenant, si ça peut donner un coup de pouce, si par exemple, on dit, ben voilà, regardez Affaires sensibles, il y a plus de femmes que d'hommes, si ça peut donner un coup de pouce à une évolution, oui, bien sûr, ça c'est très bien, évidemment. C'est pas complètement innocent, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah oui, allez-y. Bonjour, vous nous avez confié choisir des histoires dont on connaît la fin, mais je voulais savoir pourquoi vous avez choisi de traiter de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. C'est une très bonne question, parce que vous avez remarqué que Affaires sensibles a un espace temporel qui l'explore, qui est officiellement qui va du début de la Ve République jusqu'à aujourd'hui. Mais parfois, en fonction des circonstances, on se permet, je dirais même, on s'offre quelques chemins de traverse. On a commencé avec l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire le chemin de traverse très loin en arrière. Et là, on va faire l'affaire Jubilard, lundi, qui est une affaire récente. Ce sont des chemins de traverse. Mais ça ne remet en aucun cas en question, la ligne éditoriale d'Affaires sensibles, qui est de raconter des affaires passées. C'est un petit plaisir, en fait, vous voyez. On s'offre des petits plaisirs, on ne va pas se gêner quand même. Une dernière question deux dernières questions pour les deux dames. Allez. Bonjour, je suis élève en première au lycée et je fais partie du club journal de mon lycée. J'avais une question qui peut paraître un peu classique, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous, plus jeune, dans vos débuts dans le journalisme, vous auriez aimé savoir, et un conseil que vous aimeriez donner aux personnes qui sont actuellement en études de journalisme ou qui voudraient se tourner vers des études de journalisme? Un conseil en or, parce que c'est le premier que j'ai envie de donner. N'écoutez pas tous ceux qui vont essayer de vous décourager. Vous dire, c'est compliqué, c'est bouché, les journalistes sont infréquentables. N'écoutez pas, allez-y, soyez libre. D'accord? La dame juste en bas. Bonjour, Anne-Sophie. Ma question peut peut-être être futile, mais bon, je pense que c'est quand on passe, par exemple, d'affaires sensibles sur un personnage, un homme politique de la 4e République, à l'affaire sensible sur l'assassinat de Tupac Shakur, on est complètement sur des sphères totalement différentes. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité quand même d'essayer en amont de se motiver, de se passionner pour la raconter, cette histoire, ou est-ce que pour vous c'est un exercice comme un autre de passer sur des sujets complètement différents l'un de l'autre? C'est non seulement un exercice comme un autre, mais c'est l'un des éléments fondamentaux de la ligne éditoriale d'Affaires sensibles. L'éclectisme. C'était un pari, l'éclectisme, ça a fonctionné, donc on va pas le lâcher. Hein. Bon, merci beaucoup. Fabrice Drouel, vous pouvez l'applaudir bien fortement. Merci du coup d'être venu aux Assises. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et très bonne journée à toutes et tous.